Bonsoir à tous, je suis heureuse d'être là, mais désolé, je vais commencer mon speech par une mauvaise nouvelle. C'est probablement mon dernier discours à un meeting de Révolution permanente. Alors oui, toutes les belles choses ont une fin, et je pense que vous vous demandez pourquoi, mais la raison est très simple. En ce moment, tu allumes la télé, et peu importe la chaîne, on te prépare à la guerre avec la Russie. Tout ce que tu vois, c'est Poutine, avion de Rafale, canon César, Poutine. Et juste, imaginez une seconde, une expérience de pensée. Vous êtes une organisation d'extrême gauche qui s'appelle déjà Révolution permanente. Vous êtes déjà visé par la répression et en plus, vous avez l'audace d'avoir une porte-parole russe. Je veux dire, c'est un peu too much. Il faut mettre stop à ça. L'année dernière, et c'est une histoire complètement vraie, la presse macroniste, le journal Franc-Tireur, m'a accusé d'être une agente russe. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, si c'est vrai, alors le FSB, ce sont les services secrets les plus woke, les plus progressistes du monde. Je veux dire, Poutine incarcère les personnes queer. En 3 ans depuis le début de la guerre en Ukraine, il a interdit tous les droits trans et LGBT. Mais ils ont décidé de faire une exception pour moi. Ils se sont dit, allez, on va l'envoyer en France faire de la propagande anti-guerre. C'est ça la déstabilisation idéologique, c'est ça la guerre hybride. En fait, c'est le secret le mieux gardé du Kremlin. Les Américains, ils ont des drones de nouvelle génération et nous, les agents secrets trans. Écoutez, au-delà de blagues, on touche à une question très sérieuse. Est-ce que le fait d'appartenir à une nation veut dire qu'on soutient la politique de notre gouvernement? Moi, j'ai immigré en France il y a 7 ans. Et il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai quitté la Russie. D'abord, les meurtres des personnes LGBT. Mais ensuite et surtout, le service militaire obligatoire. C'était avant le début de la guerre en Ukraine, mais la militarisation était déjà là, partout. Poutine venait d'annexer la Crimée et la nation s'est soudée autour de lui. Et depuis que je suis parti, les choses ont avancé à une vitesse vertigineuse. Désormais, ils apprennent dès le collège aux enfants à tenir un fusil automatique. On leur apprend le patriotisme, l'amour du drapeau bleu, blanc, rouge, la haine de Lénine, parce que celui-ci a donné l'autodétermination à l'Ukraine. Et surtout, ils apprennent aux enfants à haïr les Ukrainiens. On leur apprend à détester les Ukrainiens aujourd'hui pour aller les tuer demain, dans des batailles insensées, village par village, kilomètre par kilomètre, pour des territoires complètement dévastés à l'est de l'Ukraine. Le nationalisme, le chauvinisme, quand on le nourrit dès l'enfance, ça permet ça, d'avoir une masse de soldats, des centaines de milliers, que tu peux envoyer mourir dans une boucherie de tranchées sans qu'ils se révoltent. Lénine disait à l'époque que la Russie était une prison des peuples. Et il avait raison. Il suffit de voir qui est envoyé au front en première ligne. Oui, il y a des Russes, mais il y a aussi et surtout les Tatars, les Bourats, les Bashkirs. Moi, en tant que Russe, combattre ce chauvinisme dans lequel j'ai moi-même grandi et qui a permis que la Russie prenne de force le Caucase, la Sibérie et l'Ural, combattre ce chauvinisme, c'est mon devoir politique. Le gouvernement propose aujourd'hui un pacte terrible aux travailleurs russes. Écoutez bien. Des contrats militaires avec des salaires énormes, des millions de roubles en échange du sang ukrainien. Évidemment, c'est un piège. La plupart de ceux qui signent vont mourir quasi immédiatement. Et c'est leurs familles qui reçoivent ce qu'on appelle l'argent du cercueil. Des centaines de milliers de familles pour qui le seul espoir d'échapper à la misère, c'est l'argent du cercueil. Pour leurs frères, pour leurs maris, pour leurs pères, tués au front. Poutine redistribue des miettes en échange du sang ukrainien, mais seulement après avoir volé et pillé toutes les ressources naturelles de la Russie, après avoir redistribué entre ses amis oligarques le gaz, le pétrole, les minéraux, l'industrie, les transports, etc., etc. Donc quand je dis que les travailleurs russes ne seront pas libres tant que les travailleurs ukrainiens ne seront pas libres, ce n'est pas juste une déclaration morale, ce n'est pas juste une maxime marxiste. Non, c'est une vérité objective.
Car l'expansionnisme russe, c'est un mirage qui empêche les travailleurs de voir que leur véritable ennemi ne se trouve pas à Odessa, ne se trouve pas à Kiev, ne se trouve pas de l'autre côté de la tranchée. Non, il se trouve à Moscou et il donne des ordres depuis le tour du Kremlin. Mais une fois qu'on a dit ça, on doit parler de la libération du peuple ukrainien. Est-ce qu'elle peut venir des mains des impérialismes occidentaux? Ces mêmes impérialistes, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, qui nous disent défendre l'Ukraine, qui nous disent d'être pour la démocratie et pour les droits humains. Ils nous disent qu'ils sont contre les massacres des enfants, contre les bombardements des hôpitaux et des écoles, quand il s'agit de Mariupol et de Kharkiv. Mais ils les soutiennent quand il s'agit de Rafah ou de Khan Younes de la bande de Gaza. Ils détruisent les Palestiniens et ils utilisent les Ukrainiens. Derrière leur discours humaniste, ils souhaitent piller l'Ukraine et prendre ses terres rares. Et je ne parle pas juste de Trump, non, c'est aussi Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense français, qui le dit de façon cash. Nos industriels d'armes ont besoin de ressources et c'est l'Ukraine qui peut les fournir. Arracher les travailleurs russes au chauvinisme de leur gouvernement est tout aussi urgent que comprendre que l'autodétermination de l'Ukraine ne passera pas par le soutien empoisonné de l'OTAN. Parce qu'au-delà de la question des ressources, ce sont les impérialismes occidentaux qui ont poussé le gouvernement ukrainien à baisser plusieurs fois l'âge de conscription militaire pour continuer la guerre. Moi, je voudrais que vous preniez une seconde, mais vraiment une seconde, et que vous regardiez des gens qui sont assis à côté de vous, vos voisins, qui sont assis ou debout dans votre rangée. Alors, imaginez que demain, non, même pas demain, qu'aujourd'hui, à la sortie de ce meeting, qu'on les embarque de force des ambius, qu'on les emmène au front, qu'on leur rase la tête, qu'on les met dans un uniforme militaire, qu'on leur donne un fusil dans les mains, qu'on les envoie dans la tranchée mourir immédiatement à cause d'une mine ou à cause d'un drone. C'est ça la réalité de la guerre en Ukraine. Derrière les discours humanistes, c'est ça la réalité de ce qui se passe au front ukrainien. Moi, j'ai grandi dans les montagnes du Caucase et tous les jours, quand je me réveillais et que je marchais à l'école, je voyais dans l'horizon les côtes enneigées de Elbrus. Miriam Bregman a passé son enfance dans un petit village de la région de Buenos Aires, Inès dans la région industrielle de Ruhr, Anas dans la banlieue de Sarcelles, Julia à Los Angeles, Elsa Ariane en France, Daniela au Brésil. Nous ne venons pas du même pays, et il y a encore quelques années, nous ne parlions même pas la même langue. Mais nos parcours ont été liés par la politique. Depuis que j'ai immigré, j'ai été formé politiquement par votre lutte de classe, par les Gilets jaunes, par le comité Paradama, par des militants trans venus en France depuis l'Amérique latine, par des sans-papiers qui ont traversé la Méditerranée depuis l'Afrique, par les cheminots et les raffineurs qui m'ont montré la force de la classe ouvrière en mettant à l'arrêt la production et la circulation avec la grève. Probablement le mot le plus beau que j'ai appris depuis que je suis arrivé ici. C'est ici que j'ai compris ce que signifie véritablement l'internationalisme. C'est en prenant part à vos luttes qui sont devenues les miennes. C'est en comprenant que de vos victoires dépend la nôtre et que vos défaites auront de lourdes conséquences pour nous aussi. Et c'est ici aussi que j'ai compris, après beaucoup d'années de questionnement, quelle sera la seule sortie progressiste de la guerre en Ukraine. Je ne parle pas de la paix que vont finir par négocier Trump et Poutine. Ce sera une paix impérialiste, une paix avec des annexions, une paix de pillage, une paix qui va signer la vassalisation totale de l'Ukraine. Non, ce dont je parle, c'est une mobilisation commune des travailleurs russes contre Poutine, des travailleurs ukrainiens contre Zelensky et l'OTAN. C'est ça la seule façon d'obtenir une véritable autodétermination à l'Ukraine et à tous les peuples de la région. La seule réponse possible à la guerre en Ukraine est une réponse internationaliste.
Quand la guerre en Ukraine a commencé, moi, en tant que Russe, j'ai senti une terrible impuissance, un sentiment de vide terrifiant. Il y a des moments où se joue ni plus ni moins que le destin de l'humanité. Et toi, en tant qu'individu, tu te sens écrasé par l'histoire. C'est ce vide qu'ont ressenti les femmes et les personnes LGBT face à la révocation du droit à l'avortement aux États-Unis. Ce que ressentent les personnes trans dans le monde entier face aux progressions de l'extrême droite. C'est aussi ce vide que ressentent des dizaines de millions de personnes face au génocide en Palestine. Mais je trouvais un antidote à cette impuissance. On fait face à la classe capitaliste à l'échelle internationale, avec ses États, avec ses polices et ses armées. Le courage individuel ne peut rien face à cette machine. Un collectif local est tout aussi impuissant. Une organisation nationale qui reste dans le cadre de ses frontières, même après des succès initiaux, sera en dernière instance écrasée. Mais imaginez une internationale révolutionnaire qui intervient simultanément dans des dizaines de pays avec la même stratégie, le même programme, les mêmes objectifs, qui apprend de chaque avancée et de chaque recul, une organisation qui est soudée et formée par ses expériences dans la lutte de classe, une organisation de dizaines de milliers de personnes qui marchent vers l'avant avec la précision et la perfection de la machine la plus parfaite qui a jamais existé. Là, on commence à parler de quelque chose qui aura non seulement la capacité de résister face à des attaques, mais même de commencer à passer à l'offensive. Ce que je choisis donc, à la place de l'impuissance, c'est me réveiller tous les jours et lutter, 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 avec détermination et sans relâche, comme si ma vie en dépendait, parce que c'est le cas, comme si nos vies à tous en dépendaient, parce que c'est le cas. Il y a un an, avec Du pain et de roses, on a initié et co-organisé en 2 semaines la plus grande mobilisation pour les droits trans dans l'histoire de ce pays. Mais une journée de mobilisation ne suffit pas, ce n'est qu'une première étape. L'extrême droite, elle souhaite nous écraser à l'échelle internationale. Moi, je vois ça comme un défi. Et c'est pour ça qu'on construit non seulement la fraction trotskiste de la 4e internationale, mais aussi la plus grande organisation féministe et révolutionnaire internationale du monde, Pan et Rosas, Du pain et de roses, Bread and Roses, dans 14 pays et 3 continents pour combattre simultanément Trump, Milei, Macron, Merz et toutes ces ordures réactionnaires. Patriarcat, même racine, même combat. Patriarcat, même racine, même combat. Patron, patriarcat, même racine, même combat. Patriarcat. Justement, en parlant des ordures réactionnaires, aux États-Unis, en ce moment, Trump fait des discours pour s'attaquer aux marxistes et aux communistes. Et en réponse, il y a beaucoup de politiciens qui disent aux États-Unis « Non, 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 rassurez-vous, nous ne sommes pas communistes, nous sommes juste de gauche. » Et en France, il y a aussi ceux qui pensent qu'il faut arrêter de parler de la classe ouvrière, qu'il faut plutôt parler du peuple, qu'il faut arrêter de parler de la grève générale pour plutôt parler de la révolution citoyenne par les urnes. Et bien la différence est là. Nous, avec Révolution permanente, on assume. Oui, nous sommes le pire cauchemar de l'extrême droite. Oui, on est marxiste. Oui, on est trotskiste. Oui, on est communiste et révolutionnaire. On s'inscrit dans cette fière tradition de celles et ceux qui ont fait l'insurrection de la Commune, des travailleurs et des paysans qui ont renversé le tsarisme et le capitalisme en Russie, de ceux qui ont lutté contre la Première Guerre mondiale, de ceux qui ont monté les barricades pendant mai 68, de ceux qui ont lutté contre la dictature de Franco, de Salazar et de Pinochet. Pour nous, la révolution, ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas quelque chose qui appartient aux pages des livres de l'histoire. Non. La révolution, c'est une nécessité vitale aujourd'hui pour changer le cours de l'histoire. C'est un objectif, mais c'est aussi un guide pour l'action,
pour sauver l'humanité de la catastrophe. Il y a une course contre la montre qui se joue en ce moment même. Est-ce qu'on va réussir à construire une organisation, une internationale, qui sera à la hauteur des événements le moment venu? C'est une question qu'on se pose tous les jours chez les militants de Révolution permanente. Et j'aimerais que chaque personne dans cette salle se la pose aussi. Car ce qui se joue maintenant, pas demain, pas après-demain, mais maintenant, c'est l'avenir de vos enfants. C'est l'avenir de vos êtres les plus proches à qui vous pensez quand vous fermez les yeux. Donc si vous voulez mettre fin à la barbarie du capitalisme, au génocide, aux guerres, à l'extrême droite, moi je vous dis une chose. Rejoignez RP et l'AFT. Rejoignez Dupont et Desroses. Rejoignez le poids levé sur votre fac. Rejoignez RP dans les transports, dans la santé et dans l'éducation. Tous ensemble. Rejoignez-nous, combattez à nos côtés et soyez sûrs d'une chose. Nous n'allons jamais lâcher, nous n'allons jamais capituler, nous allons combattre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Je voulais finir mon discours en citant Fred Hampton, un révolutionnaire noir tué par la FBI avant même qu'il n'ait 22 ans. Fred Hampton n'était pas un trotskiste, mais c'était l'un des révolutionnaires les plus courageux du siècle dernier. Et il n'avait aucune illusion sur ce que c'est l'État. Alors je voulais adresser un message à tous ceux qui nous répriment, à tous ceux qui nous persécutent, à tous ceux qui nous font la guerre. Vous pouvez dissoudre des organisations antifascistes, mais vous n'allez jamais dissoudre la lutte contre le fascisme. Vous pouvez dissoudre des organisations de la cause palestinienne, mais vous n'allez jamais arrêter le mouvement de solidarité avec les Palestines. Et vous pouvez essayer d'arrêter des révolutionnaires, mais vous n'allez jamais réussir à empêcher la révolution. Merci.